Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources historiques. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai morceau de l'histoire. Exactement. Ouais, un morceau massif même. Je suis vraiment ravie d'être là pour décortiquer ça avec toi. Et il y a de quoi faire. Alors pour donner un peu de contexte à notre audience, on va se replonger en 1922. À cette époque, l'homme qui est à la tête du plus grand empire industriel au monde prend la plume. Exactement. Le livre s'intitule My Life and Work, donc ma vie et mon œuvre. Et au premier abord, on pourrait se dire, bon, c'est juste une énième leçon d'histoire un peu poussiéreuse sur la mécanique ou la création de l'automobile. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, non. C'est bien plus profond que ça. Ces pages, c'est une véritable masterclass sur l'innovation, sur l'efficacité et même sur la philosophie du travail en règle générale. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire les pépites de sagesse de ce document, pour bien comprendre l'esprit de cet homme qui a littéralement transformé la société moderne. Henry Ford. Un nom que tout le monde connaît, mais dont on connaît très mal la véritable pensée. D'accord, décortiquons tout cela. Parce que la toute première chose qui frappe quand on lit ces textes, c'est le paradoxe immense concernant sa vision même des machines et de l'industrie. Ce qui est fascinant ici, c'est que quand on évoque ce nom, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le travail à la chaîne, les usines gigantesques. La fumée, le métal, le bruit assourdissant, quoi. Voilà, une sorte de monde froid et purement mécanique. Mais dès l'introduction de ses mémoires, il affirme noir sur blanc qu'il déteste cette vision. Il dit carrément que si son but c'était juste de transformer le monde en une immense usine, il aurait fait complètement autre chose de sa vie. C'est ça. Et ça semble tellement, tellement inattendu venant du roi de l'industrie en personne, hein. C'est presque poétique par moments. Il considère vraiment que l'énergie, les machines et même l'argent, c'est pas des fins en soi. Pour lui, ce ne sont que des outils, de simples moyens de transport vers un but beaucoup plus élevé. Et ce but, c'est de nous libérer. Libérer l'humain du travail épuisant. Exactement. À son époque, il trouvait le travail manuel d'une inefficacité tragique. Il voyait les gens gaspiller un temps et une énergie folle pour des résultats vraiment minuscules. Et donc la machine devait servir à éliminer ce labeur pour qu'on puisse, je le cite presque, profiter des arbres, des oiseaux, des fleurs et des champs verts. C'est dingue quand on y pense. Mais pour atteindre cette liberté, il avait une obsession presque maladive contre tout ce qui entravait l'efficacité. Et sa plus grande bête noire, c'était le poids. Ah oui, le poids inutile. Dans le livre, il décrit ça comme le pire des péchés en ingénierie. Ouais, et la manière dont il illustre ça est super parlante. Il prend l'analogie d'une cocarde sur le chapeau d'un cocher. Une petite décoration en somme. Voilà, ça a une utilité minime, disons, pour identifier le cocher, mais si on décidait de fabriquer cette cocarde dans un matériau hyper lourd, ce poids en plus sur la tête du gars, ça ferait juste gaspiller son énergie, sans rien apporter de plus. Et il applique cette logique directe aux véhicules de son époque. Tout à fait. Il compare les voitures lourdes et massives de l'époque à un homme gros qui essaierait de courir. Un homme corpulent ne court pas aussi vite qu'un athlète svelte, on est d'accord? C'est logique, oui. Eh bien, au début de l'automobile, toute l'industrie semblait croire qu'ajouter du poids, ça augmentait la robustesse et la vitesse de la voiture, ce qui est un non-sens physique. D'ailleurs, il donne un chiffre dans le livre qui m'a donné le vertige sur les matériaux de base. Allez, 30 livres. Oui, il note que le bois utilisé dans la structure d'une voiture typique de son temps contient 30 livres d'eau absolument inutiles. 30 livres d'eau? Juste de l'humidité bloquée dans le bois? C'est fou. Le moteur doit traîner toute cette flotte partout, brûlant de l'essence juste pour déplacer de l'eau. Et en parlant d'efficacité, il y a ce passage sur les outils qui m'a vraiment marqué, cette réflexion autour du ciseau à bois. Ah oui. L'analogie du ciseau, c'est peut-être la métaphore la plus brillante de tout le livre pour saisir sa philosophie. Il dit en gros que la seule partie qui compte vraiment dans un ciseau, c'est son tranchant. Tout le reste est secondaire. Exactement. Peu importe si le métal du manche est magnifique ou si le bois est superbement sculpté, ou même si on frappe dessus avec une force titanesque, si le bord du ciseau n'est pas bien aiguisé, l'outil sert à rien. C'est juste un morceau de métal mort. Voilà. Un petit coup léger sur un ciseau bien affûté fera un travail parfait, alors qu'utiliser une force énorme sur un outil émoussé, ça va juste détruire le matériau et épuiser l'artisan pour rien. Donc si on suit sa logique, tout ce qui contribue pas directement au fameux tranchant, donc à l'utilité finale pour le consommateur, c'est du gaspillage pur et dur. Un gaspillage à éliminer sans aucune pitié. Et c'est sa grille de lecture pour absolument tout. Pas seulement l'ingénierie alors. Non, ça va bien plus loin. Ça touche l'organisation de l'usine, la bureaucratie et même la politique de son temps. Et c'est là qu'on rentre dans une partie très polémique de ses mémoires.
Oui, il faut faire une petite pause ici pour recontextualiser. On parle d'un livre écrit en 1922. Le monde sort tout juste du traumatisme énorme de la Première Guerre mondiale. Et la révolution russe vient juste de renverser l'empire des tsars, hein, donc c'est très frais. Et on lit là les opinions politiques d'un homme d'affaires de cette époque bien précise. Ces mots sont parfois très durs sur les bouleversements de son temps. Bien sûr, pour notre audience, je précise que notre but ici n'est pas de valider ou de condamner ces positions vieilles d'un siècle. Absolument pas. On reste totalement neutre. On veut juste observer comment sa fameuse logique industrielle venait s'appliquer à sa vision de la société. Et on sent tout de suite une méfiance féroce envers ceux qui l'appellent les réformateurs. Ouais, il exècre l'idée de faire table rase du passé pour reconstruire une société purement théorique. Et là encore, il utilise une image très visuelle. L'anecdote de la chemise. C'est ça. Il décrit le réformateur typique comme un gars qui serait frustré parce que le bouton de son col ne rentre pas dans la boutonnière. Et au lieu de faire un petit ajustement, il pète un plomb. Voilà, le gars déciderait de déchirer la chemise entière en lambeaux. Alors qu'un simple petit coup de ciseau pour élargir la boutonnière, ce serait la solution pragmatique. Mais le réformateur préfère détruire tout le vêtement. Pour Ford, cette révolution aveugle, c'est l'antithèse absolue du progrès. Ça détruit la valeur acquise par l'expérience. Et c'est exactement cette logique qui le pousse à critiquer si vivement la Russie bolchevique dans son livre. Qu'est-ce qu'il leur reproche fondamentalement avec sa vision d'industriel ? Dans son analyse de 1922, ce nouveau système essayait d'effacer une loi naturelle fondamentale. Le fait que l'individu doit pouvoir récolter les fruits de son propre travail intellectuel et physique. Il voyait la situation là-bas comme une sorte de monotonie carcérale. Oui, il disait que si l'ouvrier est traité de manière strictement identique aux autres, peu importe ses efforts personnels, on le prive de l'incitation naturelle à innover. Il écrit même que la nature elle-même finira par poser un veto sur ce genre de système. Pour lui, la vraie liberté humaine, c'est pas un grand concept politique abstrait. C'est le droit hyper concret de travailler intelligemment, de gagner une vie décente et de pouvoir organiser sa vie personnelle sans qu'un maître s'en mêle. D'ailleurs, il donne une définition très stricte du rôle des institutions. Le gouvernement et les entreprises d'affaires, selon lui, ne doivent jamais devenir des maîtres. Ils doivent rester de simples serviteurs du public. La vraie richesse vient pas des décrets gouvernementaux ou des manipulations financières, elle vient uniquement du travail acharné et ingénieux. Dès ces cultes de l'ingéniosité pratique, on le comprend d'autant mieux quand on se penche sur ses propres origines. Faut imaginer un jeune garçon dans une ferme du Michigan, obsédé par la mécanique, bien avant l'invention de l'industrie automobile. Tout à fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le déclic originel se produit quand il n'a que 12 ans. 12 ans, oui. Il est sur une route de terre avec son père, à 8 km de Détroit, dans une charrette tirée par des chevaux. Et là, d'un coup, il croise un monstre cracheur de fumée. Le tout premier véhicule autonome de sa vie. C'est ça, une machine à vapeur roulante fabriquée par la compagnie Nichols, Shepard & Company. Faut bien s'imaginer qu'à l'époque, les machines à vapeur agricoles, c'était courant. Mais elles devaient être tirées par des chevaux pour aller d'une ferme à l'autre. Elle roulait pas toute seule. Non. Sauf que celle-là, elle était différente. L'ingénieur avait bricolé une chaîne qui reliait le moteur directement aux roues arrière, donc elle avançait par ses propres moyens. Le jeune Ford saute de la charrette de son père en marche et il court bombarder l'ingénieur de questions sur le fonctionnement de la chaudière. Il écrit dans le livre que c'est sur cette route poussiéreuse que l'obsession du transport autonome s'est emparée de lui pour toujours. Mais il y avait aussi une autre grande passion dans sa jeunesse. L'horlogerie, non ? Exactement. Les montres, c'était son école de la précision. Dès son plus jeune âge, il démontait et remontait tout ce qui lui tombait sous la main. À 15 ans, il réparait presque n'importe quel mécanisme avec des outils de fortune. Et il y a cette histoire géniale avec les fuseaux horaires d'ailleurs. Ah oui. À la fin du 19e siècle, les fuseaux horaires n'étaient pas encore uniformisés. Donc c'était le bazar. Totalement. Il y avait l'heure locale, basée sur le soleil, et l'heure des chemins de fer, pour les trains. Ça créait des frictions au quotidien. Et devine sa solution. Il a fabriqué une montre spéciale. Ouais, une montre avec 2 cadrans pour afficher simultanément les 2 heures. C'est vraiment la quintessence de son esprit. Repérer une inefficience du quotidien et inventer une machine complexe pour la résoudre. Mais il finit quand même par revenir à son idée de véhicule autonome. Sauf qu'il se heurte au grand problème technologique de l'époque. La vapeur. Ouais, et la vapeur dominait l'industrie, mais ça marchait pas pour son projet. Il a pourtant essayé, hein. Il a construit un petit tracteur à vapeur. Mais la physique est têtue. La physique est très têtue. Un moteur à vapeur, c'est une combustion externe. Donc, il faut un foyer pour brûler le charbon, une énorme chaudière lourde pour chauffer l'eau. Sur un train,
Le poids, c'est pas si grave. Mais sur une route de terre, c'est un cauchemar. Un cauchemar absolu. La chaudière devait être chauffée à une pression énorme pour générer assez de puissance. Il a beaucoup d'humour noir là-dessus d'ailleurs. Il dit que s'asseoir juste au-dessus d'une chaudière à haute pression, c'est pas vraiment la position la plus relaxante du monde. C'était lourd, dangereux et inadapté au transport individuel. La vraie solution, il va la trouver dans ses lectures. Dans le magazine anglais World of Science, ouais. Exactement. Il dévorait les revues techniques. Et il tombe sur un article qui détaille un tout nouveau concept, le moteur à gaz silencieux à 4 temps, développé par l'ingénieur allemand Nikolaus Otto. La combustion interne, ça changeait tout. Plus besoin de chaudière, plus d'eau, l'explosion se fait directement dans le cylindre. Le rapport poids-puissance devenait enfin gérable. L'anecdote amusante, c'est la toute première application qu'il a imaginée pour ce nouveau moteur à gaz. Tu te souviens? Sur une bicyclette. Oui, il voulait l'installer sur un vélo. Il s'imaginait relier les cylindres directement à la roue arrière. Mais le pragmatisme a vite repris le dessus. En calculant le poids du moteur en fonte et du réservoir, il a bien compris qu'un cadre de vélo tiendrait jamais le choc. Donc, il abandonne l'idée de la moto pour se concentrer sur ce fameux chariot sans chevaux. Et ce qui est fascinant, c'est son éthique de travail à cette époque. C'est surhumain. Il décroche un emploi de mécanicien à la Detroit Electric Company. Il gagne 45 $ par mois. Il y travaille toute la journée et le soir venu, Au lieu de dormir, il s'enferme dans un petit hangar en briques qu'il a aménagé derrière chez lui, sur Bagley Avenue. Il y passe toutes ses nuits, ses week-ends, à fabriquer des pièces une par une, en partant de zéro. sous la lumière des lampes à huile. Et il mentionne un détail touchant, c'est le rôle de sa femme. Il dit qu'elle croyait encore plus en ce projet que lui-même. Elle l'a soutenu sans relâche pendant ces longues nuits froides dans ce hangar. Et cet acharnement finit par payer vers le printemps 1893. Sa toute première voiture voit le jour. Elle devait ressembler à un vieux buggy, mais posé sur 4 grosses roues de vélo, avec une petite sonnette de vélo pour avertir les piétons. Mais bon, elle passait vraiment pas inaperçue. Le bruit de ce moteur, qui n'avait pas de silencieux, était apparemment infernal. Quand il roulait dans les rues de Détroit, les chevaux se cabraient de terreur. Les passants s'arrêtaient figés en plein milieu de la rue, ça bloquait toute la circulation. Il attirait tellement de curieux que quand il se garait pour faire une course, il devait littéralement enchaîner la voiture à un lampadaire. Bah ouais, il n'y avait pas de clé de contact. N'importe qui essayait de la démarrer pour voir comment ça marchait. C'est ça. Et ça faisait tellement de remue-ménage qu'il a dû demander une autorisation spéciale au maire en personne pour circuler. Ce qui fait de lui, techniquement, le tout premier conducteur licencié de l'histoire des États-Unis. Ouais. Mais ce premier succès technique va l'amener à un carrefour existentiel énorme. L'offre de la compagnie Edison. Voilà. Edison, où il bossait la journée, remarque son talent. Il lui offre le poste très prestigieux de surintendant général, avec un salaire mirobolant pour l'époque. Sauf qu'il y a une condition. Le président de l'entreprise exige qu'il abandonne complètement ses recherches sur le moteur à gaz. Pour eux, ça n'avait aucun avenir. Il devait se consacrer à 100% à l'électricité. Il fait face à un choix terrible. La sécurité financière totale d'un côté et un rêve incertain de l'autre. Et en août 1899, sans aucune fortune personnelle, il démissionne. Il choisit son moteur à gaz. Un sacré pari. Si l'on relie cela à une perspective plus globale, cette démission marque son entrée fracassante dans le monde impitoyable des affaires. Il fonde la Detroit Automobile Company avec des capitalistes. Et là, c'est la douche froide. Le choc thermique même. Il découvre cette fameuse logique financière qu'il va combattre toute sa vie. Absolument rien à faire d'améliorer la voiture. L'ingénierie, il s'en fiche. Leur seul et unique but, c'est de vendre des actions au public au prix fort et d'encaisser un profit tout de suite. La qualité du véhicule, c'est le cadet de leur souci. En tant qu'ingénieur en chef, il est bloqué. Il n'a même pas l'autorité pour améliorer son propre design. Parce que le vrai produit de cette entreprise, c'était pas la voiture, c'était l'argent. Ça le dégoûte tellement qu'il claque la porte en 1902. Il jure de ne plus jamais se soumettre à des spéculateurs. Dans le livre, son mépris pour ce système est flagrant. Pour lui, manipuler de l'argent ou émettre des bouts de papier, ça crée aucune valeur réelle dans le monde. Le profit doit être la récompense, le résultat d'un service utile rendu à la société. Jamais le but de départ. Et c'est ce mot, service, qui va devenir la clé de voûte de sa révolution. Parce qu'au début du XXe siècle, l'industrie automobile fonctionnait sur un modèle complètement prédateur. On te vendait une bagnole, une fortune, et après, débrouille-toi. C'est ça. Si une pièce cassait, le constructeur avait disparu. Faut aller voir un forgeron du coin ou un réparateur local. Il détestait ses réparateurs. Il est considéré comme des escrocs qui facturaient des prix exorbitants pour du mauvais travail. Ça a ruiné la réputation de l'automobile. Alors il a renversé tout le paradigme.
Il a décrété qu'une vente, c'est pas la fin de la transaction. C'est juste l'introduction du client au constructeur. Il a forcé son entreprise à fabriquer des pièces de rechange parfaitement interchangeables, disponibles partout et à bas prix. C'était une obligation morale pour lui. C'est carrément l'invention du service après-vente moderne qu'on connaît aujourd'hui. Et on retrouve cette obsession de la qualité dans les matériaux qu'il a choisis. Il parle longuement de l'acier au vanadium. C'est un détail super pointu mais fascinant. Lors d'une course, il avait vu les débris d'une voiture française accidentée. Et il remarque une petite pièce de moteur qui n'est pas cassée. Ouais, une pièce incroyablement légère mais intacte. Il découvre que c'est un alliage au vanadium. Ça augmente la résistance de l'acier au choc tout en réduisant le poids. Le problème, c'est qu'aucune aciérie aux États-Unis ne savait faire ça. Qu'à cela ne tienne, il finance lui-même les recherches et force toute l'industrie sidérurgique américaine à s'adapter, juste pour construire des voitures légères et indestructibles. C'est cette détermination qui fait la différence. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au bout du compte? On a là un ingénieur puritain, obsédé par le service, qui exècre la finance de Wall Street et qui veut faire des voitures utilitaires pour les fermiers. Comment un gars comme ça a pu lever des capitaux et attirer l'attention du monde entier? C'est d'une ironie mordante. La réponse, c'est la course automobile. Le plus grand paradoxe de sa carrière. En privé, il avoue qu'il n'y a pas de test plus stupide pour une voiture que de la faire tourner en rond sur une piste. Mais il avait compris la psychologie des foules. En 1900, le public voyait les voitures comme des jouets pour les ultra-riches. La seule métrique que les gens comprenaient, c'était la vitesse pure. Donc pour prouver que son ingénierie était la meilleure, il a mis ses principes de côté pour faire le show. Il a d'abord battu Alexander Winton, le champion de l'époque. Et en 1903, il frappe un grand coup. Il construit 2 monstres de métal brut, la 999 et la Arrow. Des moteurs à 4 cylindres développant 80 chevaux. Ça nous paraît pas énorme aujourd'hui, mais sur un châssis en bois sans suspension assis à l'air libre, c'était de la pure folie. Il n'y avait pas de capot pour protéger le pilote. Il écrit d'ailleurs que le rugissement de ses moteurs suffisait, et là je cite, à moitié tuer un homme. L'idée de conduire ce truc à fond était tellement effrayante. Il disait qu'en comparaison, plonger dans les chutes du Niagara aurait ressemblé à un petit passe-temps relaxant. Ni lui ni son associé voulaient risquer leur vie là-dedans. Alors ils ont embauché un ancien coureur cycliste professionnel. Un gars qui n'avait presque jamais conduit de voiture, mais qui avait peur de rien. Il a pris le volant et pulvérisé tous les records sur glace. En quelques minutes, la légende était née. Et dès qu'il a eu l'attention et les fonds, il a immédiatement tourné le dos à la course. Il est retourné dans son atelier mental pour concevoir la voiture de tout le monde. Le fameux modèle T. Et un détail harissant, c'est le temps qu'il a pris pour ça. Il a passé 12 ans à expérimenter et perfectionner ce design. 12 ans! Avant de lancer la véritable production de masse. Cela soulève une question importante sur notre propre rapport à la création aujourd'hui. À notre époque, l'obsession, c'est d'aller super vite. On lance un produit imparfait et on le corrige après avec des mises à jour. Sa philosophie, c'était l'exact opposé. Pour lui, se précipiter dans la fabrication massive avec un design pas abouti, c'était un désastre assuré. Pendant 12 ans, il a scruté chaque valve, chaque boulon, il aiguisait son ciseau. Et une fois que le ciseau était parfait, il a gelé le design. Pendant des années, le modèle T n'a pratiquement plus changé. Toute l'ingéniosité s'est déplacée du produit vers la méthode de fabrication. La chaîne de montage moderne, pour faire baisser les prix sans cesse. Il refusait complètement de changer le design juste pour créer une fausse demande ou de l'obsolescence programmée. Tout partait de sa volonté d'optimiser l'effort humain et d'éliminer le gaspillage. C'est ça. Que ce soit son rejet de la finance, sa colère contre les mauvais réparateurs ou sa quête de la légèreté, tout est cohérent. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez troublante. À un moment, pour résumer sa vision, il dit « On n'est pas des fermiers, on est des industriels sur la ferme ». Il rêvait d'appliquer la logique mécanique pour éliminer les 95% d'efforts inutiles des travailleurs. Et cette vision de l'hyper-efficacité, elle a totalement triomphé au XXe siècle. Mais si on regarde notre propre époque, cette philosophie s'applique maintenant à notre travail intellectuel, à nos vies numériques, à l'optimisation de notre attention par des algorithmes. On applique la méthode du modèle T directement à nos cerveaux, en quelque sorte. Exactement. Et la question qu'on peut légitimement se poser en refermant ce livre, c'est est-ce que cette quête infinie d'efficacité nous a vraiment libérés pour aller admirer les arbres et les oiseaux comme il le promettait, ou est-ce qu'on est simplement devenus les engrenages parfaitement optimisés d'une toute nouvelle machine invisible? Je laisse notre audience méditer là-dessus. Il y a matière à réfléchir, c'est sûr. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration approfondie. On se retrouve très vite pour décortiquer de nouvelles sources fascinantes.